Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Moi, c'est le dernier numéro du Da Fresh Morning pour l'année 2018-2019, pour la saison 2018-2019. Tu es content d'aller en vacances? Bonjour tout le monde. Bonjour mon frère. Oui, on n'est jamais content d'aller en vacances, mais c'est toujours bien de prendre du repos. Qu'est-ce qu'il y a? Dans le monde entier, Mosley, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais été content d'aller en vacances? Mais je n'ai pas dit le contraire. Tu as dit on n'est jamais content. content d'aller en vacances, mais c'est important de prendre du repos. C'est ce que j'ai dit. Ou bien, qu'est-ce que tu n'as pas capté là? On est toujours content d'aller en vacances, c'est ça? Oui, on peut être content, ça dépend. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui ne sont pas contents, surtout ceux qui n'aiment pas la routine. Entreprises, bien sûr. Que le gars qui travaille avec lui sur le même projet, s'il part en vacances, il chope sa place. Il est promotionné le jour où il revient des vacances. Il n'a plus de place. Il n'a plus de place. Voilà, donc, c'est maintenant lui qui est au second rang. Exactement. Dans des environnements concurrentiels, c'est ça. Donc, c'est toujours important de prendre une pause parce que après une année, 9 mois, on a travaillé et je crois que c'est quand même mérité. Mérité qu'on prenne un petit temps pour recharger les batteries, pour se reconcentrer, observer un peu plus, voir ce qui se fait actuellement sur le plan national en termes de politique ou encore au niveau social et voire économique. Essayer de revenir avec beaucoup plus d'abnégation, beaucoup plus de punch pour faire en sorte que les auditeurs qui nous écoutent et qui nous sont fidèles depuis bientôt 10 ans continuent à apprécier ce que nous faisons, les programmes que nous leur donnons, mais également qu'on continue à améliorer la qualité de nos interventions, parce que ça aussi c'est important, qu'on ait plus de punch dans les contenus, mais et que finalement nous puissions toujours continuer à satisfaire nos auditeurs. Ce matin, nous recevons M. Arnaud Calixte Nganji Alandji, qui est le ministre de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics. Il est déjà peut-être à son 3e poste dans le gouvernement? Deuxième, je pense. Deuxième. Non, je pense. Troisième alors. Donc, il a été ministre de la jeunesse, ministre du travail, et là il est ministre de ce qu'on appelle ministre de l'égalité des chances aussi. Là. Oui, c'était pareil. C'était combiné. C'était combiné, oui. La jeunesse et l'égalité des chances étaient combinées. Le travail et aujourd'hui ce qu'on appelle les TP. Voilà, le travaux publics. Alors nous le recevons ce matin. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans notre émission ce matin. Il y a Mosley que vous connaissez déjà et Gina qui est avec nous ce matin. Gina qui, le week-end dernier, était sur la route nationale est venue avec un sentiment plutôt mitigé quant à la situation de la circulation sur la nationale. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez déjà fait plusieurs exposés surtout du côté de l'Assemblée nationale auprès de nos élus nationaux et locaux pour expliquer certaines choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ces choses avec les auditeurs des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mosley. Oui, monsieur le ministre, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. La question qui se pose en premier est de savoir comment vous trouvez le réseau routier national aujourd'hui. Écoutez, le réseau routier national, c'est 80% d'un réseau de près de 11 000 km qui est encore latéritique. Donc, il est évident qu'on a encore du chemin à faire. Le plus important, ce sont les efforts que les gens doivent consentir pour essayer de régler la situation et je pense que c'est ce que nous faisons. La difficulté que nous avons, c'est que ce réseau étant essentiellement latéritique, avec aujourd'hui une forte activité économique tant dans le bois que dans le commerce, on a beaucoup d'interruptions de trafic dû justement à cet état. Donc on y travaille. Personne ne viendra ici dire que le réseau est magnifique. Ce n'est pas le cas, mais les efforts les plus importants sont consentis dans ce domaine-là aujourd'hui au gouvernement. Quand vous dites effort, vous entendez quoi concrètement par effort? Il y a des dossiers sur la table, il y a des transactions avec des institutions financières. Les gens, ils veulent savoir, parce qu'on a l'impression d'attendre quelque chose qui ne vient pas. Ça dépend de ce dont on parle. Je pense qu'aujourd'hui, les Gabonais ou ceux qui habitent Libreville au Vendo Akanda voient quand même l'intense activité que nous avons sur le réaménagement et les voiries de Libreville. Vous avez vu toutes les problématiques qui sont posées à nous sur la nationale, sur les PK 76, PK 80, au vent Makokou, donc Makokou Okonja, vous avez la route de Medoune, donc on est vraiment à pied d'œuvre. Pas plus tard qu'hier, on remplaçait encore
des ouvrages d'art et des ponts forestiers dans le cantonnier. Donc on est vraiment dans des zones diverses et variées et malheureusement vu qu'on ne peut pas tous les jours parler des TP, on a réparé un pont ici, on a rétabli la circulation là, les gens ont peut-être une image restreinte de tout ce que nous faisons, mais nos équipes sont à pied d'œuvre. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un investissement important qui est fait de la part de l'État, mais sauf qu'on constate depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années que le réseau routier reste le même, la situation que vous décrivez reste la même. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'on ne parvienne pas à prendre le taureau par les cornes et résoudre de façon efficiente la question du réseau routier national et même au niveau des artères de l'agglomération de Libreville? Je sais que vous êtes, comme moi, des jeunes Gabonais, donc il vous arrive de sortir, de vous balader, d'aller rendre visite à des parents. Donc quand vous dites que le réseau est le même, ça veut dire que vous n'êtes pas récemment passé par la route du Golfe, que vous n'avez pas récemment fait Carrefour Kanté, que vous n'avez pas fait la Dakar, que vous n'avez pas fait Cocotier. Mais monsieur le ministre, quand vous parlez de plus de 80% du réseau national qui connaît, qui enregistre un déficit, et que vous nous citiez quelques bretelles qui ne sont peut-être pas très fréquentées, ça pose quand même un problème de lecture. Faire l'attention entre bretelles, des priorités de votre ministère. Est-ce que votre ministère a vocation à pouvoir faire en sorte que les voies qui sont, par exemple, les plus importantes, qui ont un trafic important, puissent connaître des solutions? Moi, j'ai un réseau, une zone que je cite communément. Vous avez la route qui part ou bien la ruelle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui part du Sénat au carrefour Nkembo. Jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 4 ans ou 5 ans après, les populations peinent toujours à pouvoir avoir accès à ce grand marché de Libreville. Donc, comme je disais, ça sous-entend que vous n'êtes pas passé par cette route. J'y étais hier. D'accord, si vous avez La route est même fermée à la circulation. Non, mais si tu ne me laisses pas finir, tu n'auras pas les réponses pour lesquelles je suis là. Donc, c'est pas un clash. Je sais que tu aimes la musique comme moi, mais c'est... Donc, je disais que ça veut dire que tu n'es pas passé par là hier. Sinon, tu aurais vu les engins de Sokoba qui ont quasiment fini la collecte des eaux. Ce que vous avez dans cette zone, c'est que vous avez un lac qui s'est formé à l'intérieur de la mairie, là, et qui régulièrement attaque le patrimoine routier qui est dans la zone, l'intersection boulevard Triomphal, montée entre le Sénat et la mairie. Donc là, Sokoba a quasiment fini de rétablir la situation, la circulation là-bas. Hier, j'y étais. Les ouvrages d'art sont quasiment terminés. Les canalisations sont finies. Entre le carrefour qui est juste au-dessus et la zone où il y avait la poubelle, sur cette voie-là, on a déjà commencé à mettre la couche de roulement. La poubelle a disparu. Les gens, j'y étais encore. Les gens félicitent le travail que nous faisons là-bas. D'ici 2 mois, nous devrions avoir fait la boucle, donc être arrivés au carrefour Nkembo. On redescend par Tongabé, on ressort au grand séminaire Saint-Augustin qui est là. Donc on est sur cette artère. Si vraiment c'est de celle-là qu'il s'agit, je suis assez confortable pour dire que les travaux se déroulent là-bas de façon acharnée. Je disais, vous êtes passé par Nzarion, vous voyez tout ce qui se fait là-bas, vous êtes certainement passé par le Badguégué, derrière les tri et coliposto, vous voyez ce qui se fait là-bas. On a aujourd'hui, on ne peut pas ne pas le voir, les travaux dans la zone de Pétro-Gabon charbonnage. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que la tâche est immense. Vous avez parlé de 10 ans sans que nous n'ayons une aussi forte activité sur le réseau routier. Malheureusement, nous sommes humains. Je pense que ça va faire bientôt 6 mois que je n'ai pas dormi avant 4 heures du matin. Et il n'y a que 24 heures dans la journée. Donc nous essayons de faire au mieux et je pense que les équipes des travaux publics y mettent 200%, sinon plus d'énergie. Vous ne voyez pas tout le travail que ces hommes et femmes abattent au quotidien, mais ils sont exceptionnels. Si vous avez vu sur le PK 80, on a essayé de nous présenter des marchés, des sociétés à 1 milliard, 2 milliards. Mes équipes ont relevé le défi et avec, je pense, 150, 200 millions de francs CFA, on arrive aujourd'hui à circuler et ces efforts vont être accrus pendant la période de la saison sèche et à la rentrée, vous verrez bien la différence.
Parlons de la route nationale, monsieur le ministre. C'est bien que vous l'ayez brièvement abordé. Vous excuserez la passion qui va animer cette discussion aujourd'hui parce que la question de la route, ça fâche tout le monde. Et justement, quand on parle de la nationale, on se souvient que, je pense que c'était l'année dernière, on nous annonçait à grands coups de pompe ce contrat qui avait été signé avec des Chinois pour la route PK12, PK105. Et puis quelques mois plus tard, le contrat a été rompu avec ces mêmes Chinois. Quand on sait que la route nationale est en quelque sorte la colonne vertébrale par laquelle rentrent et sortent les marchandises, dans un contexte où on parle de diversification de l'économie. Pas plus tard que samedi dernier, j'étais sur la route nationale qui, en cette période de saison sèche, ne ressemble à rien du tout. Les populations se demandent à quoi elle va ressembler en saison de pluie, étant donné qu'il n'y a aucun engin qui fait un quelconque travail sur la route en ce moment. Vous avez, comme nous disions à l'Assemblée nationale, un ensemble de choses. La première chose que vous devez savoir, c'est que nous n'allons pas signer tout et n'importe quoi. Nous n'allons pas accepter qu'une entreprise manque de respect à la République et aux Gabonais juste parce que nous avons signé un contrat. La société China State, pour ne pas la citer, a un contrat avec la République gabonaise où elle s'engage à préfinancer pour environ 50 milliards ses travaux. C'est la condition essentielle pour laquelle ils ont obtenu ce marché. Aujourd'hui, on est dans des discussions où ils essayent de nous associer à d'autres travaux qu'ils auraient fait au Palais des Sports, dans d'autres activités, la réparation de l'ambassade du Gabon en Chine. Ce que nous essayons de leur faire comprendre que ça ne nous regarde pas. Nous avons un contrat avec eux sur la route nationale. Si l'État a d'autres dettes vis-à-vis de cette entreprise, nous ne saurions être otages de cela. Et donc, c'est pas il y a longtemps, c'est hier encore que je les ai reçus pour leur annoncer la rupture de ce contrat. Je n'aime pas les effets d'annonce, donc c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup, mais on a une société de renom qui vient de boucler l'étude dessus et nous espérons que d'ici, ils nous ont déposé le dossier technique aujourd'hui, il devrait être sur ma table. On a des bailleurs qui veulent financer, on a la BAD aussi qui est prête à accompagner. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est nous assurer que les conditions des uns et des autres soient suffisamment souples et flexibles pour que nous puissions avancer. Mais je pense que d'ici la rentrée, cette voie devrait avoir démarré de façon définitive. Monsieur le ministre. Même lorsqu'on a entamé les travaux d'une route, il reste encore la qualité des travaux qui sont faits sur la dite route. Je ne vais pas m'ériger en ingénieur des travaux publics, mais avant votre arrivée aujourd'hui, nous avons par exemple posté l'annonce de votre arrivée au Dafresh Morning et les auditeurs avaient la possibilité de vous poser des questions. On a un Gabonais qui s'appelle Arlan L'Argent Dachi Vieira qui dit que lui, il vit au Cap Esterias. La route du Cap est pratiquement impraticable et celle de Malibé est en train d'être goudronnée. Par contre, il remarque que celle de Malibé est goudronnée sans pour autant que l'on ne mette des caniveaux. C'est la même chose qui avait été faite lorsqu'on a entamé les travaux sur la route du Cap Esterias et dès que la pluie est arrivée, on sait ce qui s'est passé. Est-ce que lorsqu'on lance ces travaux de réhabilitation, monsieur le ministre, est-ce que il n'y a pas cette partie-là aussi de la qualité des ouvrages qui sont faits sur les espaces que l'on confie à ces entreprises? Parce qu'une route sans caniveau, comment les eaux vont être évacuées? D'abord, il faut repréciser les rôles des uns et des autres. Le ministère des Travaux publics, et c'est tant mieux pour moi, c'est bien qu'on puisse me féliciter ou me donner des thumbs up sur certains chantiers, mais le ministère des Travaux publics n'est pas le ministère des routes et des voiries et autres. Nous travaillons sur instruction 2. Je vous explique. Nous avons pour responsabilité les 2 fois 2 voies. Partout où vous avez une 2 fois 2 voies, c'est notre responsabilité. Les routes nationales, c'est notre responsabilité. Une fois que vous allez dans le niveau en dessous qui sont les voiries, les ruelles, cela relève désormais des mairies. Sauf maîtrise d'ouvrage déléguée d'une mairie qui nous dit « Nous avons le budget pour faire cette voirie et nous aimerions que vous preniez en charge le suivi et le contrôle des travaux. » C'est ce que nous faisons. Donc certains de ces axes, même si là où il y a beaucoup de boulot, à Port-Gentil, le maire Tchango fait du très bon boulot. À Kanda, il y a beaucoup de voiries qui sont en réfection. 40% de ces travaux ne sont pas sous la responsabilité du ministère. Mais une fois que j'ai dit ça, une route n'est pas forcément une route sur laquelle vous allez mettre un caniveau. Tout dépend
du niveau d'eau qu'il y a dans la zone. Il se peut qu'on ait juste des petits fossés de côté pour permettre l'évacuation des eaux. Donc il faudrait que je voie la route en question pour savoir si les gens n'ont juste pas jugé que le niveau de collecte des eaux pluviales est suffisamment bien organisé et que les eaux ne reviennent pas vers la route pour avoir juste des petits caniveaux ou des petits fossés de côté. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, même si ce n'est pas forcément sous mon rayon, mais en tant que ministre des Travaux publics, je connais un peu, depuis quelques mois où je suis là, le réseau. Nous avons aussi une autre problématique. Et vous allez voir des brigades de contrôle arriver, c'est que il nous est difficile d'attaquer l'axe principal, donc celui qui passe devant le petit marché. Parce que ça, c'est sous notre responsabilité. Parce que vous avez 2-3 entreprises chinoises qui exploitent des matériaux de construction et donc détériorent sérieusement la voie. Donc, notre première mission, c'est d'abord de demander à ceux-là de libérer l'emprise routière-là parce que ces voies ne sont pas faites pour accueillir ce niveau d'activité. Donc, nous sommes là en discussion avec des gens pour demander à ce que ces activités soient déplacées. Sinon, ce que nous allons faire, c'est que demain, on va réparer le tronçon routier et puis dans un an, on aura recommencé la même chose. C'est soit cela, soit nous mettons en place des stations de pesage comme nous avons fait déjà à Ndjolé et Kango pour permettre justement le contrôle de la charge pour que si quelqu'un insiste pour avoir une activité, eh ben, il doit au moins descendre au niveau de charge à l'essieu qui est celui qui est recommandé pour certains types d'ouvrages. Alors, il y a aussi, vous l'abordez tout de suite, il y a la question qui se pose aussi, c'est celle de savoir pourquoi à chaque fois qu'il y a un début de chantier au Gabon, notamment en ce qui concerne la route, la plupart des voiries, on peut aller un peu partout à travers le Gabon. On commence les chantiers 2 semaines, 2 mois après, tout est en arrêt. Qu'est-ce qui explique que les entreprises n'arrivent pas à travailler de façon continue et livrer les ouvrages dans les délais requis? On a vu par exemple, vous avez inauguré le pont de la nouvelle cité qui a pris 3 ans pour le construire. De pont. Monsieur le ministre, est-ce que la part de responsabilité qui justifie cet état de choses revient à l'État? Tout dépend. Chaque contrat a ses spécificités. Dans le cas d'espèce, ce qui s'est passé, je ne suis pas homme à faire des cachotteries, les gens doivent au moins avoir une version rationnelle. Ce qui s'est passé, c'est que ce chantier a commencé en 2016. En 2016, au sorti de l'élection présidentielle, le partenaire a décidé de retirer ses équipes en disant voilà, il y a une situation, il y a une crise, donc mes gens ne sont plus en sécurité, donc ils se sont retirés pendant plusieurs mois. Pendant ces mois, le bailleur qui avait prêté de l'argent à l'État a dit les choses n'avancent pas, le chantier à l'arrêt, donc ils ont d'abord retiré leur financement. Donc ensuite, nous avons dû relancer les négociations avec les bailleurs et les sociétés pour dire, bon voilà, la situation est un peu plus stable, il faut qu'on boucle le chantier. Donc il y a des événements comme ça. Là, c'est un événement particulier. Il y a d'autres événements où l'État fait des efforts pour essayer de financer des investissements de cette taille-là sur le budget de l'État. Et donc, lorsqu'on arrive à des problèmes de trésorerie, eh ben, certains décident de lever le pied sur le chantier. Donc, ce sont des raisons diverses et variées. Mais 9 fois sur 10, il s'agira soit de financement, soit de problème de trésorerie, soit des questions de challenge technique entre nous et le constructeur, parce que vous verrez bientôt, on va prendre un arrêté qui interdit le bicouche. Et c'est, je pense, ce que nous avons vu sur la zone de Malibé dont il parle, c'est que aujourd'hui vous avez plusieurs façons de faire la route. C'est que vous pouvez faire juste un décaissement de 15 cm, compacter la latérite et tout de suite mettre du goudron par-dessus. Ce type d'ouvrage, dans un pays où il pleut 9 mois sur 12, dure 6 mois. Et après, vous recommencez. Donc, vous avez cette frustration des populations qui, en janvier, voient la route se faire. Et puis, 6 mois après, ils recommencent à voir des trous. Ils ne comprennent pas. Ils se disent qu'on a fait de la politique, qu'on est vraiment dans la démagogie parce qu'il y avait une élection. Donc, pour couper court à ça, on a décidé d'interdire cette façon de faire, de façon définitive, en disant, genre, voilà, lorsqu'on construit une route, on la fait bien pour qu'elle soit durable et qu'elle soit définitive. Il vaut mieux, selon moi,
avoir une belle route latéritique que nous entretenons et où nous garantissons la circulation en tout temps, qu'une route que l'on prétend avoir goudronnée et puis qui tous les 3 mois nous crée des nids de poules, des accidents, des ralentissements, parce que les gens évitent des trous et y percutent des citoyens. Donc voilà à peu près aujourd'hui la logique que nous imposons au niveau des TP. Est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas une nomenclature sur la question de comment, ce que c'est la route, comment elle se fabrique et quelles sont on va dire les charges à respecter pour qu'on ait une route en parfait état et non, c'est une méthode. Là, c'est vraiment une décision de l'équipe actuelle de dire nous l'interdisons, mais c'est une méthode qui est valable. Si vous allez dans une ruelle qui est essentiellement un cul-de-sac où vous n'avez que 10 voitures, cette technique sera parfaite. Si vous allez dans une zone où vous êtes dans des zones où il y a beaucoup de sable autour et donc vous n'avez pas beaucoup d'eau qui traverse la chaussée, ça peut se justifier. Ce que je dis, c'est que dans Libreville, nous préférons désormais l'interdire dans le périmètre urbain, de façon à ne pas avoir ces impressions, parce qu'au finish, c'est ce que les populations voient. Les populations ont l'impression qu'on est venu faire semblant de faire du travail, et donc, au vu des retours que nous avons lorsque nous procédons comme ça, nous avons décidé de ne plus le faire. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant, et qu'est-ce qui va être mis en vigueur? Aujourd'hui, ce que nous demandons aux gens en termes de méthode statement, c'est de dire lorsque c'est de la latérite, vous devez décaisser sur à peu près 60 cm, compacter une fois, 2 fois, 3 fois. Donc tous les 15 cm, vous avez une phase de compactage qui permet de garantir quand même qu'on a une voie solide qui tienne longtemps, même lors de fortes pluies. Et puis de l'autre côté, ce que vous allez avoir, c'est vous allez avoir maintenant des couches de fondation qui sont beaucoup plus importantes, avec de la grave concassée entre la latérite et les couches de roulement, et ainsi de suite, de façon à avoir une route bien solide. Si vous regardez la route de Petro-Gabon où nous travaillons à l'heure actuelle, celui qui se penche un peu voit qu'en fait, la route ne tient plus que sur la couche de roulement et la couche qui est juste en dessous de grave concassée. Donc c'est bien pour montrer que lorsque l'ouvrage est robuste, il a quand même cette solidité-là et permet de durer, même lorsque nous n'avons en dessous plus du tout de l'artérite. On a une cavité en dessous de la voie de la chaussée. Là. Vous avez abordé les accidents de la circulation, monsieur le ministre. J'ai envie de vous emmener vers les ponts, les ouvrages, enfin les échangeurs que l'on a à Libreville. Il y a pas longtemps, il y a quelques mois, un des officiers de la marine gabonaise a perdu la vie sur le pont d'Akae. C'est un auditeur, le pont Nomba. C'est un auditeur qui pose la question. Madame Diana Néhémi, monsieur le ministre, à quel niveau des travaux du pont Nomba? J'ai envie de rajouter au pont Nomba l'échangeur d'Awenje, qui aujourd'hui présente de grands nids de poules sur l'échangeur même. Cet ouvrage, d'après certaines personnes, date des années 70. Après indépendance. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a véritablement une stratégie sur la réfection et l'entretien de ces ouvrages? Concernant le pont Nomba, vous aviez annoncé que les travaux devaient être faits à cet endroit et les populations disent qu'elles ne voient pas des travaux sur le pont Nomba. Qu'est-ce que vous leur répondez? Les Obamba disent qu'on demande à manger chez la mère qui vous donne de la nourriture. Donc je vais comprendre qu'on nous interpelle parce que nous essayons de faire. Lorsque nous sommes allés dans la zone d'Ovendo, nous avons entamé le pont de Setrag et le pont Nomba. Le pont Setrag est quasiment terminé. Je pense que nous sommes à quelques jours de sa livraison. Le pont Nomba, sauf extraordinaire, les habitants de cette localité assistent de façon régulière aux nombreux embouteillages causés par les travaux en cours. Les rambardes de sécurité sont posées, elles ont été peintes en rouge et blanc, les glissières sont posées, donc on est quasiment à 80% sur ce chantier. Là encore, vous allez voir, c'est comme pour les contrats, ce sont des problèmes souvent simples, des petites choses. Lorsque nous avons commencé le chantier du pont Nomba, nous avons entamé la fabrication des glissières. Ça prend 45 jours, voire 2 mois à fabriquer. C'est ça le temps qu'il nous fallait. Et ensuite, nous avons encore rencontré nos difficultés, c'est que les clous pour accrocher les glissières entre elles n'étaient pas disponibles sur le marché. Donc il a fallu attendre 1 mois
pour les commander, pour qu'ils arrivent. Ce sont des petites choses qui, lorsque vous initiez le chantier, vous dites qu'on a des industriels ici dans ce pays, donc on se dit qu'on fabrique quand même certaines choses sur place, donc on est confronté à certaines réalités. L'autre élément qu'il y a eu, c'est que justement, on a quand même un problème de civisme. C'est que lorsque les gens commencent à travailler, ils ont été pris à partie, certains ont été agressés physiquement. Donc, il y a eu toutes ces problématiques. On a eu les mêmes problèmes à Diba où les agents se font tabasser par des citoyens qui se disent qu'ils ne veulent pas de la route là-bas. Et donc, sur Pont Nomba, la difficulté que nous avions, c'est que les ouvrages censés sécuriser les travailleurs étant dans un état tel, nous ne pouvions pas bosser ou travailler au-delà d'une certaine heure. On aurait aimé essayer de travailler de nuit, mais en hauteur, avec le peu d'éclairage qu'il y a dans la zone, cela devenait difficile. Donc nous nous sommes restreints à travailler jusqu'à à peu près 17 heures tous les jours, où la luminosité est suffisamment importante pour que les gens ne risquent pas leur vie. Et malheureusement, c'est l'essentiel pour nous, c'est de dire on fait tous les efforts nécessaires, mais sans mettre la vie de ceux qui travaillent en péril. Donc normalement, le pont Nomba et le pont Cédrac devraient être livrés au plus tard la deuxième semaine du mois d'août. Le ministère est revenu aux avant-postes de l'entretien routier au Gabon, mais également plus ou moins des voiries. Mais en 2015, on a fusionné la NGT avec le fonds d'entretien routier. Quel bilan on peut faire aujourd'hui de cette entité qui, au demeurant, quand on regarde, on a l'impression qu'elle ne fait rien sur le terrain? Et je complète ta question, Mosley, parce qu'il y a un auditeur aussi qui a envoyé la note de service numéro 2 sur la mise en place du chômage technique au sein de cette même ANGTI. Et l'auditeur demande que peut nous dire le ministre au sujet de cette note de service de l'ANGTI. Est-ce que le Gabon n'est plus capable de suivre ou d'engager des travaux publics sur son territoire? Ou ne sera plus en mesure? Je ne suis pas sûr de comprendre la logique entre le chômage technique et ne pas engager des travaux. Deux choses. Le ministère assure la tutelle technique de la NGTI, pas la tutelle administrative. C'est une institution rattachée à la présidence de la République. Mais il n'en demeure pas moins que dans le cadre de cette tutelle technique, il nous arrive de suivre ce qui se fait dans l'agence parce qu'elle doit pouvoir performer. L'ANGTI n'est pas le problème. Le problème de l'ANGTI, ce sont les utilisateurs qui, souvent, et je suis le premier concerné, je m'en plains régulièrement auprès de certains collègues, les gens sollicitent l'ANGTI. Et ça, c'est parce qu'elle est victime de son succès. Au lancement de l'ANGTI, beaucoup d'utilisateurs de nos services ont commencé à avoir cette impression, vraie ou fausse, qu'il suffisait de passer par l'ANGTI pour que tout de suite les choses se débloquent parce que, étant sous la tutelle de la présidence de la République, tout le monde était convaincu que le DG de l'ANGTI rencontrait le président tous les jours et donc lorsque on soumettait des dossiers, donc l'ANGTI s'est retrouvée surchargée de choses qui n'étaient même pas de son ressort. Réparer les nids de poules, réfectionner 2-3 salles de classe par-ci par-là. Donc tout le monde chargeait la NGTI. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui que le ministère revient à la charge sur certaines activités. C'est parce que nous essayons de scinder les rôles des uns et des autres. L'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure doit s'occuper des grands travaux d'infrastructure. C'est la route Port-Gentil-Omboué, c'est du ressort de l'ANGTI. Vous avez 12 km de pont, nous on ne sait pas faire. La construction du nouvel aéroport, c'est du ressort de l'ANGTI. 100 km de route, c'est du ressort de l'ANGTI. Mais les nids de poules sur 500 mètres, nous avons 2400 agents au ministère des Travaux publics qui peuvent s'occuper de cela. Donc ce qui se passe dans cette histoire, et les deux sont liés, c'est que lorsqu'on fusionne le fer et l'ANGTI, vous vous retrouvez avec l'agence, victime de cet apport qui est d'abord financier, mais ensuite il est en ressources humaines. Et donc vous avez au sein de l'agence des doublons, des gens qui sont assis à faire la même chose dans une situation, dans un contexte économique difficile, où il n'y a pas beaucoup de chantiers, donc vous n'avez pas de travaux pour utiliser les ressources que vous avez désormais à disposition. Pire, lorsque le ministère aussi et les directions générales du ministère reprennent un peu certaines de leurs prérogatives. Donc vous vous retrouvez dans ce clash où la NGTI a de moins en moins de petites activités où ils peuvent disséminer leurs équipes. Donc
la logique de gestion veut que les gens qui ne sont pas utiles, c'est soit on les met en congé technique, soit on fait un plan de départ volontaire, mais il ne faut pas qu'on ait peur d'affronter ces difficultés-là. Il ne faut pas qu'on ait peur de dire, nous avons 250 personnes à la NGTI et l'agence pourrait tourner avec 100-120 personnes. C'est soit on garde tout le monde et on a des problèmes de retard de salaire tous les mois parce qu'on paye trop de charges pour un niveau d'activité réduit, soit on accepte de faire face à la problématique et de dire que, voilà, lorsque nous sommes arrivés à José, pour ceux qui s'en souviennent un peu, nous avions le même problème. On avait une centaine de personnes assises à la maison en chômage technique. Il vaut mieux dire aux gens, nous n'avons plus d'activité pour vous, les accompagner dignement vers une autre vie. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et ça va arriver. Je ne suis pas de ceux qui vont cacher les choses aux gens, mais j'ai discuté avec les agents de la NGTI pour leur expliquer qu'il était question à ce moment pour nous d'avoir juste des discussions sérieuses, franches, pour dire aux gens, voilà, la NGTI va se concentrer sur les très grosses activités, sur les très gros chantiers. Donc, les autres activités reviennent au ministère. Donc là, le chômage technique va regarder un ensemble de choses. D'abord, les gens dont nous n'avons pas besoin. Ensuite, nous ne les laissons pas partir pour le moment parce que le ministère a un autre problème, c'est le vieillissement de nos experts. Donc, nous n'allons pas laisser partir des gens qui ont l'expertise de l'agence avant d'avoir regardé ce que nous avons comme ressources humaines disponibles et voir si on ne peut pas faire un vase communicant entre les ingénieurs et les techniciens qui sont à la NGTI, qui sont jeunes, en direction du ministère de façon à préparer justement la sortie des plus hauts cadres qui sont là-bas et qui sont pour la plupart à 3 ans de la retraite. D'accord. Énormément de messages sur Facebook de personnes qui chacun vient. Temps, vous doublez le temps. Oui, chacun vient avec sa zone. En fait, chacun vient avec sa zone. Il y a beaucoup d'auditeurs qui parlent de la zone. Chaque citoyen au a vent. 500 mètres qu'il veut faire. Donc, voilà, au vent Makokou, il y a des citoyens qui parlent beaucoup de cette zone. Les équipes du ministère regarderont les messages sur la page Facebook. Cependant, je vais un peu regrouper toutes ces demandes, toutes ces revendications. Vous avez d'autres rendez-vous. Et j'ai envie de... Là, on parle. J'ai envie de vous demander, monsieur le ministre, je vais par exemple vous prendre ce message parce que vous êtes aussi membre du PDG, mais je vais prendre ce message parce qu'il fait membre du bureau politique. Le message vient de Billy Israël qui dit Makokou, Ogo-Ivindo, a été la 3e province à avoir massivement voté le PDG au présidentiel. Nous crions à l'aide car nous n'en pouvons plus d'être perçus comme les derniers du Gabon. Construisez-nous la route Makokou au vent et le tronçon Makokou, Mekambo, parce qu'en ce moment, c'est juste une petite piste d'éléphant. J'ai envie de vous demander, monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, au ministère des Travaux publics, on a par exemple la carte du Gabon avec les descriptifs des différentes routes et puis les routes qui sont en souffrance. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on définit les priorités ? Quelle est la route qui est plus prioritaire que telle autre lorsqu'on va chercher des PPP par exemple? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Et rappelez que vous avez déjà été sur le terrain lorsqu'il s'est agi du bourbier de Ntsenkele avec le... Ntsenkele où il y a 2 routes, la route... avec le ministre Bilebindé, lorsqu'il y a eu un grave blocage de la circulation. Et vous dites que vous n'aimez pas les effets d'annonce. Alors que mais ce que je vous ai dit, c'est qu'aujourd'hui, les gens circulent entre Vent et Makokou. C'est la saison sèche, monsieur le ministre. Non, les gens circulent depuis bientôt 2 mois entre Vent et Makokou. Nous avons fini... Saison sèche, monsieur le ministre. Ce que je vous ai dit... Non, la saison sèche a commencé il y a quelques semaines. Il y a 2 mois, ce n'était pas la saison sèche. Ce que je vous dis, c'est que je comprends pour le vivre la frustration des populations. Ce que nous réalisons, ce que vous devez comprendre, c'est que les gens... On s'est accumulé des frustrations sur ces questions qui font que même lorsque vous êtes en train de faire au mieux de vos efforts, ils auront toujours cette envie de toujours un peu plus et de voir les solutions définitives. La route au vent Makokou, il parle d'Ovan Makokou ou bien de Makokou Mekambo, mais ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'un exemple simple, si on devient un peu... on sort du républicain et on se dit, voilà, à titre personnel, est-ce que j'ai un problème? C'est la voie que nous empruntons pour aller à Okondia, chez moi. Donc, les gens doivent comprendre que ces problématiques qu'ils posent se posent à nous-mêmes avec autant d'acuité. J'ai besoin de pouvoir rejoindre la province lorsque je vais
en tant que membre du bureau politique du PDG, dans mes activités politiques, rejoindre Okondja. Donc, rien que ça, si on revient d'abord sur le nombrilisme en se disant, moi ça me concerne, moi personnellement, les gens doivent comprendre que c'est une priorité déjà personnelle, ensuite une priorité républicaine, parce que cette route alimente pas seulement Mekambo, tout le sud-est du pays est alimenté par soit cette route, soit la route économique qui passe par Alembe et Mikui, Carrefour, le Roi là-bas. Donc ce que nous disons, c'est que nous faisons les efforts positifs et répétés nécessaires pour établir la circulation. Mais une fois qu'on a dit ça, l'aménagement définitif de la route implique des financements. Donc vous allez avoir la difficulté qui est de dire on a le FMI, on est sous programme, on a un niveau d'endettement qu'il faut contrôler et les problématiques sont simples. Aujourd'hui, imaginons je puisse lever 100 milliards de francs CFA. J'ai le choix entre mettre 100 milliards de francs CFA sur Ovan-Makokou, refaire la route, goudronner et faire une très belle route. C'est une décision que les gens comprendraient. Comme je peux dire, écoutez, on va mettre 5 milliards dans des engins, entretenir cette route en latérite 9 mois sur 12 quand il pleut et s'assurer que les gens circulent et mettre 80 milliards dans les voiries de Libreville parce que derrière chez vous, il y a comme à Siban, on va rouvrir la route de Siban d'ici lundi, mais là-bas on avait un cratère, la route de Cocotier, là-bas on avait un cratère, à Libandeng, au cimetière d'Alibandeng, à Kournam 2. Donc on a ces urgences qui font que nous demandons à chaque fois quelle est la priorité lorsqu'on a un peu de moyens. Comment vous demandez, monsieur le ministre? Vous devez avoir une stratégie. Non, ce que je vous dis, c'est que la stratégie sera toujours attachée au portefeuille. La stratégie, c'est de faire Ovan-Makokou Okondja en bitume, de faire Makokou Mekambo en bitume, d'arranger la route de Médoune pour raccourcir... Aller à Nivoul. Non, mais surtout raccourcir l'approvisionnement en produits de première nécessité et en produits alimentaires du nord vers le Gabon. Ce sont des priorités, ce ne sont pas... La stratégie est simple, la stratégie est connue. En parlant nous allons même là... très prochainement lancer une application qui permettra à nos citoyens de juste prendre une photo de zones sur lesquelles nous ne serions pas passés et qui sont détériorées et on aura sur notre appli tout de suite une information sur une cartographie. Une fois qu'on a arrêté la stratégie, on a des moyens qui vont avec. Ensuite, maintenant, il s'agit de dire, ok, nous avons une stratégie de 500 francs CFA et nous en avons 100. Là, maintenant, il faut s'asseoir et avoir des priorisations en disant qu'est-ce qui est urgent. Est-ce que ce sont les voiries intramuros des grandes villes? Est-ce que ce sont les axes intérieurs? J'ai ma position, j'ai ma préférence, mais après, ça se décide Quelle est votre préférence? Non, c'est pas la mienne qui compte. Après, ça se décide, se décide en conseil des ministres, ça se décide avec les mairies, ça se décide avec les conseils départementaux. C'est toute une chaîne. Monsieur le ministre, aujourd'hui, il y a un fort sentiment d'inachevé chez les populations concernant la route. Il y a un auditeur qui s'appelle Ulrich qui dit ceci. Ce message est vraiment fort. Monsieur le ministre, à quand le bitume sur la route Mbadi-Mouabi? Depuis que je suis né, j'ai 24 ans aujourd'hui, il n'y a que la poussière. Est-ce que la ville de Mouabi ne ferait pas partie du Gabon? Il y a des populations qui sont dans certaines zones du pays qui se sentent littéralement exclues. Abandonnées. Abandonnées, oubliées. Elles sont frustrées. Notamment de Mekambo, au-delà. Pourtant, Nivoul et au-delà. Lui, il a 24 ans, il dit qu'il n'a jamais vu le goudron. Mais pourtant, dans le journal ou dans l'Union ou au journal télévisé, on lui dira que le Gabon a augmenté de... Moulingui Miza, ils n'ont pas de route, monsieur le ministre. C'est pour ça que je vous disais. Je ramène toujours les choses à la plus petite entité, à savoir moi. Moi, je suis ministre du département Sébé Bricolo. Les populations d'Ambinda, depuis 5 ans, font les 25 km qui les relient à la route bitumée à pied. Tout ça pour vous dire que lorsque vous êtes ministre des Travaux publics, la somme de zones, allez, Mbungu Badouma, Bakumba, Mekambo, n'est-ce pas? Toutes les voies qui sont à la frontière avec les autres pays, qui sont des zones où des arrêts sur image, vous avez tous les jours d'un côté le bitume et de l'autre côté la piste d'éléphant. Voilà, donc vous regardez ça en disant, les gens doivent juste accepter que
personne au monde ne pourra claquer des doigts et réparer ce qui est depuis 10 ans une situation que nous combattons tous. Comme vous avez si bien dit, vous avez des priorités qui sont des priorités structurantes pour dire il nous faut un axe entre Nkok et Ovendo pour que nos matières premières et nos produits transformés puissent revenir à des prix compétitifs lorsqu'on les exporte. C'est une priorité. Vous avez la priorité de la route PK12, PK105, c'est une priorité. Vous avez la priorité d'Ovan, Makoko, Okonja, Mekambo. Vous avez la priorité de Medoune. À la fin de la journée, nous avons un budget et nous devons essayer de réparer les choses dans le cadre de ce budget. Ensuite, vous avez 60% de la population qui vit dans Libreville. Et vous avez des ruptures de circulation dans Libreville. On parlait des ponts tout à l'heure. Nous sommes en train de lancer une campagne d'auscultation de tous les ponts du réseau national parce que certains d'entre eux, et vous allez avoir des choses, je dis même plutôt, tout ce que vous avez comme ouvrage d'art sur le réseau national, les ponts forestiers, les ponts métalliques, pose un certain nombre de problèmes. Et si vous arrivez à faire une campagne d'auscultation des échangeurs, des ponts, vous allez voir qu'on a de sérieux soucis. Là encore, on va demain mettre une station de pesage à la sortie du port d'Ovendo, parce que vous allez voir dans votre ruelle, qui est conçue en bicouche parce qu'elle n'attend pas de gros trafic, un porte-conteneur chargé à 40 tonnes qui débarque et qui vient faire des manœuvres pour déposer 2 sacs de farine chez l'épicier du coin. Donc vous vous arrêtez pour dire voilà de la détérioration du patrimoine routier et nous allons devoir aussi compter sur les populations. Si vous êtes à Wenje, vous voyez bien sur le côté droit, comment quelqu'un a décidé que ça allait être une gare pour engins de chantier et toute la voie est détériorée là-dessus. Lorsque nous allons lever le ton et dire quand même, lorsque l'on détruit, on répare, on espère aussi que les populations vont accepter. Mais monsieur le ministre, dans cette question d'entretien, est-ce qu'aujourd'hui il ne serait pas temps de penser, on a des stations de pesage, mais est-ce qu'il ne serait pas temps de penser aujourd'hui dans la stratégie de PPP à des stations de péage qui permettraient d'entretenir la route? On a vu en Côte d'Ivoire, il y a des routes où chaque Ivoirien, s'il passe, il paye 200, 500, 300. C'est des pays africains qui, eux aussi, ont pensé à cette solution pour la question de l'entretien de la route. Est-ce que cette possibilité a déjà été envisagée ou la route gabonaise n'est pas rentable? Là, vous devez arriver à la logique qui est de dire, vous devez toujours avoir à tête le modèle économique. Le modèle économique, c'est de dire, on y pense. On va même les installer. Monsieur le ministre, depuis pratiquement 20 ans, 30 ans, on nous dit on y pense, on va y arriver, nous allons faire, nous allons construire, ça va aller, patienter. Mais les populations sont impatientes. On vient souvent chez vous pour que vous entendiez les réponses. Si tu poses que des questions, tu vas... Donc, je vous avais dit l'émotion, monsieur le ministre. D'accord, mais les émotions ne doivent pas occulter le jugement. Je dis la station de pesage, c'est bien. La station de péage, c'est très bien. Maintenant, je vais vous donner les faits. Après, chacun de nous est conscient, intelligent et peut réfléchir en même temps que l'autre. Prenez la route Port-Gentil-Omboué. Bel ouvrage. On va mettre une station de péage dessus. Le volume de trafic que vous aurez sur cette voie ne vous permettra jamais sur 30 ans de rentabiliser votre investissement. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur le ministre? Est-ce que vous savez l'explosion démographique, comment ça peut arriver d'un matin à un autre? Vous voyez, le problème est là. Nous ne sommes pas censés structurer nos modèles économiques sur des vœux pieux. Dans 10 ans, il y aura 500 000 voitures. Mais alors que le gouvernement est toujours dans des vœux pieux en ce qui concerne ces réalisations à l'endroit des populations. Mosley, ce que je vous dis, c'est que à la fin de la journée, si je dois construire une station de péage, je vais regarder. L'État peut les construire. L'État, sur la base de financement public, va construire une route et mettre une station de péage juste pour permettre l'entretien. Mais lorsque vous êtes en PPP, le monsieur qui vient avec son argent n'est pas républicain, il n'est pas régalien, il ne vient pas faire du bénévolat ou de la gentillesse pour le Gabon. Ce qu'il dit, c'est qu'est-ce que à l'heure actuelle, sur le trafic compté sur la voie PK12, PK105, est-ce que j'ai le volume nécessaire?
avec des projections de 5%, 10% sur les 10 prochaines années. Vous ne pensez pas que les gens font des projections? Il va regarder et se dire, j'ai 20 000 véhicules qui circulent tous les jours. Ça me rapporte combien? À combien est-ce qu'on met le péage? Est-ce que c'est 1000 francs? 1000 francs. Est-ce que c'est 10 000? Oui. Attendez, lorsque nous, on arrivera à une estimation qui dit que le péage au Gabon doit être à 15 000, on va nous comparer au Cameroun, en oubliant que le Cameroun, ils sont 80 millions. Ça veut dire que lorsque vous êtes 10 millions à fréquenter une route à 1000 francs, vous avez un petit 10 milliards qui passe tous les mois. Alors que lorsqu'on est 1 million d'habitants, on est à 1 milliard. Donc les économies sont différentes. Nous allons installer sur la route PK12, PK105 des péages. Nous avons commencé par les stations de pesage, vous le voyez bien, donc ce ne sont pas des annonces. On a déjà 2 stations de pesage. On en aura une à la sortie du port d'Ovendo. On en aura une à la Lara pour essayer de protéger notre patrimoine routier. Nous allons installer des péages sur PK12, PK105. Tout ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas que les gens se trompent sur le modèle. Le Sénégal a une population qui n'est pas celle du Gabon. Le Cameroun a une population qui n'est pas celle du Gabon. Et lorsque vous faites 500 francs au Cameroun ou 1000 francs au Cameroun avec 10 millions de véhicules qui circulent entre Douala et Yaoundé, vous avez une économie. Lorsque vous faites 1000 francs entre PK12 et la sortie de Libreville et que vous n'avez que 20 000 véhicules qui circulent tous les jours, vous avez une autre économie. Je reviens sur le tronçon national, monsieur le ministre, parce que j'ai ce sentiment d'insatisfaction lorsque je posais la question sur la cartographie des routes qui restent à bitumer sur le réseau national. Est-ce qu'aujourd'hui, au ministère des TP, on est capable d'avoir le nombre de kilomètres qui restent à bitumer et surtout en combien de temps, si on fait des projections dans la recherche de financement et ainsi de suite, on peut pouvoir avoir une idée du temps que ça nous prendra pour tout régler ou on ne peut pas tout régler? Il faut bitumer 8500 kilomètres à peu près. Sur 11 000 km, monsieur le ministre. Sur combien de kilomètres au total? Il faut 8500. 80% de notre réseau routier n'est pas encore bitumé. 8500 km, monsieur à le bitumé. ministre. À bitumé. Et donc, comme je vous ai dit, arrêtons, lorsque nous intervenons, de donner aux gens l'impression que d'un coup de baguette magique, à Nganji, le gouvernement pourra régler 8500 km dans les 6 prochains mois. Là encore, en plus de ces 8500 km, je vous répète qu'il y a le monsieur qui sort de chez lui et tombe dans une flaque d'eau dans Libreville. Il y a aussi ça. Il y a le monsieur qui tombe dans une décharge parce que les gens ont transformé la voie en dépotoir. Très bien. Il y a aussi, s'il vous plaît, il y a aussi, à l'intérieur de ça, il y a aussi les populations. Si vous allez à Cocotier, aujourd'hui, dont vous parliez, la voie qui vient d'être réparée est aujourd'hui une terrasse où chacun sort le soir, pose des barres, décide de casser des bouteilles, font du feu sur le goudron et donc détériore la chaussée. Demain, cette route va reprendre un autre coup et on va devoir repartir. Donc, au-delà de ce que nous faisons, nous demandons aussi, il faut le dire, que les populations et les usagers de la route, notamment les industriels, participent à la protection de ce qui est déjà fait. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner en canard où on fait 100 km. Gina, le jour où je vais arriver devant chez toi. Tous les ministères, vous travaillez de manière transversale. Quand vous faites la route, après, il doit y avoir un autre département qui doit s'occuper de veiller à ce genre de choses. C'est toujours le ministère. Ce que je dis, c'est que nous connaissons notre pays. Demain, lorsque nous allons demander à tous les lavages de voitures, un exemple simple, si vous allez au charbonnage, et là où, en face de là où nous avons commencé à travailler, côté Lac Bleu, lorsque vous dépassez les GBA, les gabarits adhérents là de protection, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui fait un fleuriste. Oui. Vous savez ce qui se passe? La conséquence de ça, ce sont les inondations. Pourquoi? Parce que toute la terre qu'il utilise pour mettre dans ses pots, quand il a le trop plein de terre, il se retrouve dans le caniveau qui est juste à côté. Et donc, vous n'avez plus les évacuations d'eau qui sont prévues parce que quelqu'un a décidé de faire du bord de la route un jardin. Demain, lorsque nous allons enlever tous les fleuristes qui sont aux abords des routes, j'espère que vous comprendrez. À la FOPI, c'est exactement le même phénomène.
Les inondations que nous avions à la FOPI n'étaient pas dues à un manque de travaux de TP, c'est que juste dans l'espèce de petit parc qui est entre la station et le portail de la FOPI, il y a quelqu'un qui a décidé d'en faire une activité économique et toute la boue, tous les sachets de son activité sont reversés dans le caniveau. Monsieur le ministre, tous ces actes de civisme, mais également ajoutés au fait qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui, on sait, participent à la dégradation des voies. Comment ? Averda, par exemple, ou la SEG ou encore d'autres entités qui cassent la route et parfois, quand ils essayent de réparer, c'est pas en l'état. Et aujourd'hui, est-ce que le ministère a des moyens pour pouvoir faire en sorte que ces actes d'incivisme et ces attitudes de certaines entreprises puissent trouver des solutions sur le plan judiciaire? Vous aurez ce soir, pas plus tard que ce soir, une communication du ministère qui réinstitue les brigades de contrôle. Je dis bien ce soir, suivez. Deux choses. La première chose, c'est ça. Nous allons remettre en place les brigades. Dans la foulée, vous allez avoir ce que nous allons mettre en place, qu'on appelle un permis de fouille. Pour dire que personne ne vient creuser le patrimoine routier sans demander notre avis. Et désormais, les usagers ne sont pas autorisés à faire les travaux. Ce que nous leur disons, c'est que plutôt que de faire semblant, vous percez la route et ensuite vous venez, vous rebouchez, vous faites semblant. Ce que nous disons, c'est que désormais, nous devons vous donner l'autorisation. Pour deux raisons. La première, c'est que nous devons savoir ce que vous faites. Deux, nous devons savoir ce que vous placez en dessous, puisque lorsque nous travaillons, nous devons avoir au moins une idée de là où se trouvent les câbles électriques, les conduites d'eau et ainsi de suite. Et lorsqu'ils auront fini, ce sera au ministère des Travaux publics de réfectionner dans les règles de l'art et de leur envoyer la facture. C'est beaucoup plus simple pour nous de fonctionner comme ça, plutôt que de laisser chacun le soin d'appeler son pote qui a une petite entreprise de BTP et nous faire du travail sommaire. Monsieur le ministre, sur un autre plan, par une question des auditeurs, une question d'un auditeur, quel est le rapport entre votre dernier diplôme et le ministère des Travaux publics? Elle est aberrante, mais c'est la question d'un auditeur. Il faut répondre. Quel est le rapport entre cette question et le débat du jour? Oui. Non. Toute connaissance est utile aux missions qui sont les nôtres. Je commence d'abord l'origine de ce diplôme. C'était plutôt mes anciennes fonctions. Lorsque j'ai été porté à la tête de Gabon Oil Company, une chose est certaine, c'est que moi je suis ingénieur, j'ai 15 ans d'échelle, mais il n'en demeure pas moins que je ne suis pas un financier, je ne suis pas un spécialiste de la stratégie, spécialiste du marketing. Donc, par souci de légitimité auprès de mes équipes, j'ai d'abord cherché à repartir à l'école, apprendre le reste des compétences qui me manquaient pour être patron d'une entreprise de la taille de Gabon Oil Company. Il faut savoir ce que c'est un BFR, ce que c'est un tableau de flux de trésorerie. Et l'ingénieur que j'étais n'avait pas ces connaissances-là. Et nous devons, dans nos missions, avoir l'humilité de dire nous ne savons pas et nous cherchons à savoir. Parce que lorsque vous êtes en conseil d'administration avec un commissaire aux comptes ou avec votre directeur financier, il est important de savoir ce qu'il vous dit. Au-delà de ça, le diplôme vous permet aussi de faire des choses comme la gestion d'équipe, la stratégie, le marketing. Donc, toutes ces choses-là participent. Pire, lorsque nous sommes dans les modèles économiques, cela nous permet aussi d'avoir une meilleure négociation avec nos partenaires internationaux. Lorsqu'ils arrivent et vous présentent une situation, vous avez modestement quelques outils pour challenger un nouveau modèle économique. Mais à l'origine, c'était surtout pour avoir une certaine légitimité nécessaire, que l'on ne dise pas qu'il est là parce qu'il était porte-parole du chef, il n'est pas compétent. Il fallait quand même aller ajouter un certain nombre de compétences pour les missions ô combien importantes qui sont celles du directeur général de GOC. Monsieur le ministre, on ne peut pas finir les dernières cette questions, interview. On n'a pas encore fini. Mais moi, je termine. On ne peut pas finir cette interview, partir? monsieur le ministre, sans parler de la question de l'heure, l'actualité de l'heure, la question brûlante. Il est quasiment, non, je ne vais pas dire impossible, ça va être exagéré, mais c'est devenu horrible de circuler dans Libreville à cause des travaux d'écharbonnage. On nous dit que ces travaux vont prendre fin dans 3 mois au plus tard. Et les voies qui remontent précisent ceci. Comment, pour même pas, je sais pas, c'est même pas 2-3 kilomètres de route. Même pas 500 mètres. On en est à 3 mois de travaux. Comment est-ce qu'on justifie cela? Peut-être qu'on ne comprend pas bien ce qui en est fait et c'est pour ça qu'on vous demande. Nous devons
la première chose qui nous est demandée, c'est l'information. C'est lire. C'est pour ça qu'on profite. Non, il est écrit Lire aussi, chercher. pour le remplacement d'un ouvrage hydraulique métallique. Français facile, nous remplaçons une buse. Ce que vous avez, Un tuyau en fer. ce que vous avez dans cette zone, ce ne sont pas des travaux de juste réfection de la chaussée, ce sont des travaux de remplacement des buses qui sont là depuis 30 ans. C'est des buses de 1000 de diamètre, donc on a quand même de gros ouvrages. Donc les phases consistent à, pendant la première semaine, identifier tous les réseaux d'utilité qui sont là. L'eau, l'électricité, la fibre optique. S'assurer lorsque vous décaissez, lorsque vous creusez, de ne pas compliquer la situation des populations en sectionnant un câble électrique. Donc nous y allons de façon prudente au début. Les 10 premiers jours sont essentiellement dédiés à identifier tous les réseaux, d'où le permis de fouille dont je vous ai parlé. Il naît de ce constat que nous avons fait sur site, que personne ne nous donne le positionnement exact de tel tuyau ou de tel câble. Donc désormais, avant de l'installer, vous nous dites, vous nous donnez le circuit, on enregistre dans nos équipes. Ensuite, il faut sortir les anciennes buses, il faut remettre les nouvelles, il faut aménager les têtes de buse, donc avoir du béton de façon à ce que lorsque l'eau circule, on n'a pas plus de dégâts. Donc ce ne sont pas des petits travaux, ce sont des travaux importants. Nous avions le choix dans un axe comme dans l'autre de soit essayer de faire semblant de laisser un peu de circulation. Les gens verront que du côté droit, nous allons complètement fermer. Et lorsqu'on passera de l'autre côté, dans le sens de l'aéroport, nous laisserons une voie de circulation. La différence vient du simple fait que lorsqu'on part de l'aéroport vers Ovendo, nous sommes à peu près à 400 mètres, 500 mètres du rond-point des charbonnages. Si vous permettez aux gens d'y aller et de circuler sur une petite voie, le trafic va avoir un effet totalement désastreux sur le rond-point. Et à un moment, vous allez avoir un blocage de ce rond-point. Donc, nous avons choisi l'option de fermer, de façon à garder la fluidité dans cette zone. De l'autre côté, ce ne sera pas pareil parce que le premier point d'engorgement, c'est le rond-point de Zarion. On a une bonne distance pour que les gens puissent ralentir et sur une seule voie continuer. Donc, nous aurons ça. Nous avons essayé d'ouvrir les voies d'ABC Mall et la voie qui est juste là où la station-service est en construction. Là encore, malheureusement pour nous, le civisme fait que les populations qui vendent sur la voie d'ABC Mall ont investi cette voirie, donc personne ne peut l'utiliser. On a des gens qui se mettent debout, ils mettent des troncs d'arbres. Donc là encore, si demain le ministre des TP débarque avec la police pour rétablir la circulation, ça va être un autre problème parce que les gens ne réalisent pas que ce petit effet sur le trafic est important. Mais monsieur le ministre, il y a une phrase qui dit « force reste à la loi ». Est-ce qu'aujourd'hui, on a peur d'intenter des choses par rapport à la réaction des populations? Non, ce que je vous ai dit, c'est que nous connaissons tous notre pays. La situation sera rétablie, mais il faut que les gens sachent que nous n'allons désormais plus accepter que l'intérêt général soit mis en branle par des questions spontanées. Nous avons... Oui, monsieur le ministre. Aujourd'hui, vous allez avoir un autre phénomène c'est une autre décision du ministère. Nous allons introduire à partir de dimanche des zones de non-immobilisation. Donc vous verrez à tous les carrefours, c'est bien qu'on en parle ici. Vous allez avoir dans certains carrefours des carrés assurés en jaune. Ce sont des zones dans lesquelles il est interdit d'être immobile. Ça veut dire que lorsque vous arrivez à un feu... Non, vous ne pouvez pas stationner. Lorsque vous arrivez à un feu, et que vous devez entrer dans cette zone assurée, vous devez vous assurer que toute la zone soit libre avant de vous engager, même si votre feu est vert. Ça évite les phénomènes où, lorsque quelqu'un est impatient, il ne réalise pas que le temps qui passe au milieu du carrefour, il aurait pu le passer juste avant et laisser celui qui veut passer dans son croisement. Vous vivez ça essentiellement au Port-Molle. Celui qui vient de Jeanne et Bory pour aller au boulevard Triomphal, il est souvent coincé parce que le monsieur qui va à Jeanne et Bory en venant de la ville est au milieu de sa voie lorsque son feu passe au vert. Donc nous allons introduire ça parce que nous avons 2 zones d'ombre qui sont le Port-Molle, vu que tout le trafic d'Ovendo passe par là pour aller au boulevard Triomphal, et la sortie de l'échangeur du lycée d'État.
Vous savez que ceux qui viennent, tout le trafic qu'on a redirigé par là, arrive et joint le trafic sur la voie rapide. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions à part le civisme et l'élégance des conducteurs de se laisser une voiture sur deux d'un côté passer de façon à garder un certain flux. Le reste, ce sont des petites mesures que nous prenons comme ça. Nous avons réhabilité la voie de Triécoli-Posto pour faire une voie de déviation. Nous allons supprimer les 2 dodanes qui sont après le lycée français en allant vers le carrefour dit du Vatican à la mairie du premier arrondissement, oui, derrière la prison. Voilà, derrière la prison, de façon à garder un trafic un peu fluide. Donc là encore, ce que nous disons, c'est que les gens jugent au moins tous les efforts que nous mettons pour minimiser l'impact. Nous avons signalé pendant 2 semaines. Au-delà de ça, nous ne pouvons que constater, mais j'ai mis 20 minutes à partir d'Angondje pour votre radio. Donc la situation n'est pas aussi grave, n'est pas catastrophique. Moi, c'est là pour conclure. Monsieur le ministre, Dernière question. Quand vous avez pris les fonctions, Je suis encore. quand vous avez pris les fonctions, s'il vous plaît, quand vous avez pris les fonctions, Toi, quand tu ne m'écoutes pas, je ne dis pas s'il vous plaît. Allons-y. Quand vous avez pris les fonctions, vous avez parlé de la réactivation des divisions provinciales des services des travaux publics. Et la deuxième question, est-ce que le projet de création des voies de déviation à Libreville a été abandonné? Non, nous avons les subdivisions sont en cours. Vous avez vu le mois dernier, le Premier ministre et moi-même sommes allés réceptionner les 2 premiers échelons d'engins pour les subdivisions des travaux publics. Là encore, ce ne sont pas des équipements que les concessionnaires gardent en stock. Donc, si vous voulez 40 engins, nos engins sont assez spécifiques. Il faut un type de bulldozer, il faut dans les niveleuses un certain type d'attaque au sol pour les travaux qui sont les nôtres, il faut des porte-chars, donc nous devons à chaque fois avoir une commande spécifique, la faire fabriquer en France ou ailleurs et faire livrer. Donc nous sommes dans ce processus, nous avons déjà reçu une quinzaine d'engins et nous continuons comme ça. Les 15 premiers engins que je l'annonce samedi attaquent la réhabilitation de la route Ntoum-Kokobich. Au moins, on commence par là. Nous avons ensuite comme plan d'installer une petite base de TP à Medoune pour assurer justement l'entretien de cet axe important. Donc, nous sommes dessus. La voie de contournement de Libreville, je n'aime pas les annonces, mais fingers crossed, normalement, dans les prochaines semaines, nous avons bouclé les négociations. Il manque maintenant la loi autorisant l'emprunt pour faire une 2x2 voies qui passe par le camp de Gaulle pour ressortir au château de Dangondje. Le financement est bouclé, l'entreprise a fait le repérage, il nous faut 6 milliards pour les déguerpissements, le dédommagement des gens. Tout est en place, il manque juste ce dernier élément, c'est la loi. Donc nous allons peut-être prendre une ordonnance au prochain Conseil des ministres, mais c'est encore peut-être, c'est pas ma volonté, ce n'est pas moi qui les signe. Donc nous allons soumettre au Conseil des ministres, en tout cas au prochain Conseil, l'ordonnance pour le contournement de l'aéroport, en espérant qu'à la rentrée, les députés aillent dans le même sens et votent la loi qui permette à l'État cet emprunt pour le contournement de l'aéroport. Merci. Merci, monsieur le ministre. Rappelez ce que c'est... Oui. Oui, monsieur le ministre, vous êtes ministre de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics. Dans les infrastructures, j'ai envie de penser au stade de Petit Paris, fait bien partie des infrastructures. Depuis le premier mandat du président de la République, on ne voit pas la fin des travaux de ce stade. Alors, le stade de Petit Paris. Certains disent il va être détruit. D'autres disent il va être terminé. Au final, est-ce que ce stade va être complètement détruit ou on va enfin voir les travaux s'achever? Omnisport. Oui, le stade Omar Omnisport Bongo. du président Omar Bongo. Est-ce un éléphant blanc? Et vous avez ce genre de questions là sur ce stade. Ah ben, monsieur le ministre. Ce stade sera construit, il sera achevé. Malheureusement, le maître d'ouvrage sur ces questions, c'est le ministre des Sports. C'est pas les infrastructures. Non, c'est le ministre des Sports. Mais toutefois, ce qui se passe là-dessus, c'est le même gouvernement, donc on peut en parler, c'est que la société qui construisait Eurofinza et la République sont en litige. Parce que c'est une des sociétés qui était sur le tronçon PK12, PK105.
où nous avons des défauts de 15-20 milliards de travaux qui n'ont pas été faits selon les règles. Nous sommes en arbitrage au tribunal à Paris sur ces questions et donc tous ces chantiers sont bloqués parce que nous sommes en procès avec la société qui a fait les travaux parce que la République estime que il y a eu beaucoup de malfaçons, il y a eu beaucoup d'imperfections, tant dans les attitudes que dans les éléments techniques. Oui, on connaît le Sant'Unloguet, monsieur le ministre. Rappelez donc qu'on avait ce matin dans le Fresh Morning pour notre dernière émission de la saison 2018-2019 le ministre de l'équipement des infrastructures et des travaux publics, monsieur Arnaud Calix Nganji Alondje. Pour terminer, monsieur le ministre. Non, tu lui as permis de terminer. Non, c'est pas ça, c'est que juste demander aux populations de réaliser que dans les 2400 agents des travaux publics, il y a des Gabonais comme eux. Et ces Gabonais comme eux vivent dans exactement les mêmes endroits, vont dans les mêmes provinces, vont dans les mêmes villages, pratiquent les mêmes routes, subissent les mêmes aléas. Et que donc qu'ils soient rassurés. Mais vraiment de façon très solennelle de tous les efforts que nous consentons au ministère des Travaux publics. Mais je ne voulais pas terminer dessus parce que j'ai entendu vous êtes le ministre des Travaux publics. Il ne faut pas que les gens se trompent. Il n'y a pas d'effet Arnaud Nganji au ministère des Travaux publics. Il y a une impulsion du Premier ministre, chef du gouvernement, sur des instructions du président de la République. Il serait enfantin de vouloir faire croire aux gens que par la seule volonté de quelqu'un, les choses se font comme elles se font aujourd'hui. La seule chose qui est là, c'est que nous avons un parfait alignement des priorités entre les instructions du président de la République, le soutien indéfectible que nous avons du Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous permet aujourd'hui d'avoir les réalisations que nous avons. Lorsque le Premier ministre annonce lors de son discours de politique générale que la réhabilitation des travaux publics est une priorité, mon travail est facilité dès ce moment-là, parce qu'il porte le dossier lui-même, il porte les questions lui-même, et certaines des négociations sont accélérées parce qu'il s'implique personnellement. Sur la question PK12, PK105, nul n'est censé ignorer que c'est une priorité du Premier ministre qui lui-même est à la manœuvre, et donc je suis certain qu'il nous aura très bientôt une très très bonne nouvelle de ce côté. Merci, monsieur le ministre. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. René Ruth est avec nous dans le studio. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.